Bonsoir à tous et bienvenue à Darwin. Je me permets de souhaiter la bienvenue sans être le maître des lieux. Et bienvenue surtout ça appartient à tout le monde. Voilà. Bienvenue à cette nouvelle rencontre du Forum urbain consacrée donc au lien entre globalisation, urbanisation planétaire et expérience de la pandémie. Alors pour cette conférence, nous avons le grand plaisir d'accueillir Max Rousseau, qui est chercheur au CIRAD. Alors, le CIRAD, c'est un très ancien centre de recherche en agronomie, le fief de l'agronomie coloniale, historiquement. Mais Max Rousseau, il travaille sur plein d'autres choses, notamment sur la question de la gentrification, des territoires en déclin, des formes alternatives de politique urbaine. Voilà. Et aujourd'hui, il va nous présenter un papier qu'il a publié dans La vie des idées avec Éric Charme, qui est un collègue urbaniste qui travaille à Lyon, justement sur ce lien entre urbanisation planétaire, globalisation et pandémie. Voilà. Je précise que nous sommes accordés le privilège d'enlever vos masques, mais d'enlever nos masques, et vous êtes priés de les garder. Voilà. Ensuite, pour discuter donc, le propos de Max, nous avons le plaisir d'accueillir Claudine Bichet, qui est première adjointe au maire de Bordeaux, chargée des finances, du défi climatique et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Et Philippe Barre, bien connu, qui est fondateur et animateur de l'écosystème Darwin, qui nous accueille. Donc on le remercie pour ça et qui nous a dit en préambule a plein de choses à dire sur cette question des modèles urbains, de la manière dont ils sont remis en question par ce qui nous est arrivé collectivement dans les 6 derniers mois. Voilà. Alors on va commencer par un certain nombre de questions à Max. Quand tu analyses dans ton papier la pandémie, tu le fais à travers la notion d'urbanisation planétaire. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que recouvre cette notion ? Déjà, bonjour à tous et merci Gilles pour l'invitation. Alors, l'urbanisation planétaire, qu'est-ce que c'est ? Initialement, ça repose sur les intuitions d'un sociologue urbain marxiste français, peut-être un peu oublié désormais, mais qui est resté célèbre et qui a été redécouvert récemment dans le monde, notamment de la géographie critique anglophone, qui est assez dominant dans ces disciplines. Et donc Henri Lefebvre explique au tournant des années 70 que l'urbanisation planétaire sera la condition humaine désormais. Alors comme souvent chez lui, c'est un concept qu'il ne définit pas de manière forcément très claire. En gros, son idée, c'est que la société urbaine, ce qu'il appelle la société urbaine, qui nous soit un peu flou, mais en gros, le style de vie, le style de relations sociales et marchandes qui émanent des villes, sera en train de se diffuser dans l'espace, et ce, à l'échelle internationale. Et du coup, la société urbaine, d'après lui, d'après cette intuition, viendrait détruire inexorablement la société rurale. Alors, en sociologie classique, c'est vrai qu'on a des oppositions dialectiques assez schématiques entre la société urbaine, c'est-à-dire des relations d'interdépendance fondées sur la division du travail, c'est vraiment écrit de Durkheim, et puis une société rurale qu'on va plutôt qualifier de communauté, où cette fois-ci l'individu serait simplement un segment d'un monde social qui viendrait le contrôler, et donc l'individu serait moins libre, c'est ce qu'on appelle la communauté. Donc en gros, l'intuition de Lefebvre, c'est qu'à partir de ce nouveau capitalisme qui va advenir à partir de la fin des années 60, donc la fin du modèle fordiste, et puis l'arrivée de ce qu'on peut qualifier de post-fordisme, parfois de néolibéralisme, capitalisme de globalité, peu importe, il y aurait donc une mutation des relations ville-campagne qui viendrait en conséquence de cette mutation du capitalisme. C'est un marxiste, c'est normal qui pense ça. Et donc voilà, comment est-ce qu'on pourrait schématiser cette théorie ? En gros, je me base à la fois sur les écrits de Lefebvre et puis sur la réactualisation, il y a 5-6 ans, un ouvrage qui est paru en anglais, qui n'a jamais été traduit et qui est devenu une référence, et qui vise à prouver aujourd'hui que les intuitions de Lefebvre étaient en fait exactes, même si elles ont été un peu oubliées, notamment en France malheureusement.
Donc je me base sur tous ces schémas théoriques pour décomposer, c'est ce qu'on a fait avec Eric, en gros l'urbanisation planétaire en 4 éléments. Donc le premier élément, c'est en gros ce qu'on appelle des galaxies urbaines interconnectées, c'est-à-dire que la globalisation viendrait relier progressivement par des flux d'avions, des flux de cargo, des flux de voitures, des métropoles, les unes avec les autres, ce qui formerait une seule métropole mondiale. Et puis, on a tous l'image en tête, un cadre qui va aller de Shanghai à Paris, puis à Johannesburg, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, plus au niveau des formes spatiales de l'urbanisation planétaire, c'est le brouillage des frontières urbain-rurales. Alors c'est vrai que le mode d'urbanisation privilégié au cours des 4 dernières décennies, je pense, c'est l'étalement urbain, c'est-à-dire l'explosion de la ville hors de ses limites historiques qui étaient plutôt celles de la ville dense, et puis donc une urbanisation diffuse sous forme de lotissements qui vont être de plus en plus loin des métropoles là où le foncier est moins cher. Et puis un modèle qui est peut-être entré en crise il y a 2 ans à partir de l'éruption sur la scène publique des Gilets jaunes. En tout cas, c'est l'interprétation du mouvement. Troisième élément de l'urbanisation planétaire, d'après Lefebvre, mais aussi Schmitt et Brenner, ce qui ont découvert, ce serait ce qu'on pourrait, c'est la conséquence logique de ce que je viens de dire, c'est la disparition des mondes sauvages. Donc si on prend la société urbaine au sens large, donc pas seulement les migrants pendulaires qui vont aller habiter dans un lotissement de périphérie pour aller travailler au centre-ville de Bordeaux, par exemple, mais la société urbaine, c'est-à-dire les citadins qui vont aller urbaniser, si vous voulez, des endroits plus larges. Je pense par exemple aux stations de ski, qui sont situées en plein cœur du monde sauvage, dans les vallées de montagnes reculées par exemple, mais qui vont être périodiquement saturées de flux de citadins qui viennent un peu des 4 coins d'Europe ou voire du monde pour aller skier pendant une semaine. Je peux penser aux plateformes pétrolières qui sont également destinées à approvisionner des marchés énergétiques largement urbains. Je pense également à l'agriculture intensive, qui vise à nourrir des populations urbaines concentrées. Je pense aux élevages et à leurs conséquences sur la déforestation, puisqu'on parlera, c'était une des choses, un des éléments clés à l'origine de cette zoonose. Voilà, donc la disparition des mondes sauvages serait effectivement l'une des composantes principales de l'urbanisation planétaire. Le quatrième élément, même si ce n'est pas explicitement formulé par Lefebvre, il en parle énormément, il pressent que cette évolution qui semble venir au tournant des années 70 va entraîner à la fois un durcissement et puis une répartition mondiale d'une des caractéristiques propres de la ville qui sont les inégalités sociales. Voilà, donc il pense que ce modèle, que la diffusion internationale de ce modèle, va effectivement durcir les inégalités et puis les répartir un peu partout autour de la planète. Voilà, donc voilà en gros comment on pourrait définir très brièvement ce qu'est l'urbanisation planétaire. Et pourquoi attribuer ce qui s'est passé avec la pandémie à ce phénomène d'urbanisation? Pourquoi établir ce lien entre les deux? Alors, si on prend les 4 éléments que Eric et moi avons extraits de ces ouvrages, qui encore une fois ne proposent jamais une définition très précise de ce concept, donc c'est l'avantage parce qu'on peut le mettre plus ou moins entre eux finalement. Nous, ce qui nous frappait, donc en fait, on a écrit l'article parce qu'on était sidérés. On a écrit l'article à partir du 15 mars, quand on a été, 16 mars, quand on a été confinés, on a été privés de ce qui était fondamental de circuler. On avait des formulaires administratifs à remplir pour aller acheter du pain, c'était incroyable. Et il fallait comprendre ce qui se passait. Et donc, en lisant des articles de journaux, on sentait que, on lisait les avis d'experts, plutôt des épidémiologistes, etc., mais on sentait qu'il manquait une dimension. Et que là, en l'occurrence, la géographie, notamment la géographie critique, pouvait avoir un rôle à jouer. Donc, c'est pas forcément très souvent le cas, mais pour le coup, c'est le cas, donc c'était stimulant. Et qu'en fait, ce qu'on pouvait lire dans les journaux, parce qu'on était très énervés, donc pour tenir le coup au milieu des journaux un peu partout, on pouvait peut-être arriver à proposer un élément explicatif en se basant sur cette fameuse intuition d'Henri Lefebvre, qui est marquante, qui peut déboucher sur une obsession, une fois qu'on a lu ces histoires, puisque c'est un génie à lire, ils sont toujours tellement d'actualité, mais qui a été critiqué. Beaucoup de gens pensent que cette intuition ne s'était jamais vraiment réalisée. Et nous a semblé en fait, que la pandémie, oui, notre hypothèse en tout cas, c'est que la pandémie rendait véridique en fait, cette intuition formulée par les années 70 par Lefebvre. Si on reprend les 4 éléments idéotypiques, le premier, donc, c'est la disparition du monde sauvage sous l'effet de l'urbanisation planétaire. Si on prend vite fait
les épidémies principales qui sont déroulées sur les 15 dernières années, c'est du connu, hein, l'Ebola, etc., puis là, le Covid-19, par exemple, on se rend compte qu'en général, elles se localisent, elles émanent d'endroits où justement l'urbanisation est la plus effrénée, c'est-à-dire l'Afrique australe et puis l'Asie du Sud-Est. Donc si on prend cette pandémie, l'histoire est bien connue, je pense que vous le savez tous, hein, c'était un repas, on ne sait pas exactement où, à Wuhan, quelqu'un qui a mangé un pangolin, qui avait lui-même a priori mangé une chauve-souris. Et ça, c'est très très bien connu. On sait que les chauves-souris qui vivent dans les forêts sont expulsées de leur écosystème habituel par la poussée de l'urbanisation. Pas directement des lotissements, évidemment, mais typiquement des champs qui vont ensuite être destinés par la monoculture à nourrir des élevages qui vont eux-mêmes alimenter la demande croissante de viande dans les pays émergents. Très bien. La classe moyenne, en fait, émergente, veut adopter le modèle occidental qui est basé notamment sur ce type de régime alimentaire. Donc, un effacement la disparition du monde sauvage est vraiment, me semble-t-il, mise en lumière par cette pandémie. Donc, encore une fois, on peut la relier à l'urbanisation planétaire assez facilement. Deuxième élément, le brouillage des frontières urbain-rural. Si on prend le cas de la manière dont l'épidémie s'est déplacée, on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, c'est plutôt les grandes villes, notamment les villes denses, les centres-villes qui souffrent le plus des mesures restrictives. On ne sait jamais trop si on va porter le masque, si on ne va pas être confiné, si les écoles ne vont pas fermer, etc., etc. Et si on prend en fait initialement la manière dont la pandémie s'est diffusée en Europe, depuis l'Asie, on se rend compte que les zones d'interface n'étaient pas situées dans les centres-villes, mais étaient plutôt situées en périphérie, c'est-à-dire dans le périurbain. Donc on peut prendre l'exemple de l'Allemagne, où l'infection a été repérée pour la première fois à Starnberg, qui est une petite ville de peu près 20 000 habitants, qui se fait une trentaine de kilomètres de Munich, qui est là pour le coup une grosse métropole. Mais Starnberg est relié à la globalisation, pleinement intégrée à l'organisation planétaire, parce qu'elle a une usine d'équipement automobile où justement le cadre est venu de Wuhan pour faire un exposé de marketing. Si on prend le cas d'Italie, c'est pareil, c'est dans le Val Seriana, donc c'est dans une région industrielle textile qui fait beaucoup d'affaires avec la Chine, dans la périphérie de Bergame, que le virus est arrivé. En France, c'était dans le périurbain d'Annecy, et puis c'était au confin de la région parisienne, à la limite de la Picardie. Donc ce n'est pas dans les zones les plus denses. On peut multiplier les exemples assez facilement. Un autre exemple assez parlant, c'était que l'interface principale pour l'Europe du Nord, toute l'Europe du Nord, la Scandinavie, l'Angleterre, l'Allemagne, c'était la station de ski de Ischgl, qui est dans le Tyrol, qui est une forme absolue d'urbanisation extensive, comme l'aurait dit le fait, c'est-à-dire que c'est dans un endroit un peu perdu, dans les Alpes, on a ces stations qui sont remplies régulièrement de fêtards venus d'un peu partout pour faire du ski et puis ensuite faire la fête dans les bars où ils se sont infectés mutuellement et ensuite diffuser les virus dans leur pays. Donc voilà, donc il me semble qu'effectivement, ces deux premiers éléments, la disparition du monde sauvage et le brouillage des frontières rurales, sont vraiment mis en lumière par la pandémie. Le troisième élément, c'est la galaxie urbaine. Ah oui, la galaxie urbaine, l'interconnexion urbaine. Là, c'était assez évident, en fait. On se rend compte que le virus, on ne pouvait pas le contrer parce que le pouvoir public était très très démuni, ce qui a conduit à ce confinement sidérant, parce que le virus, finalement, à partir du moment où il a été repéré fin décembre en Chine, on pense aujourd'hui que dès le début janvier, il était déjà présent en France, dans une base militaire au nord de Paris. Donc en fait, il y avait une diffusion simultanée et l'Europe est devenue la plaque tournante. Et ensuite, très très rapidement, en janvier-février, il est parti en Afrique par des expatriés, notamment européens, qui ont diffusé, puis en Amérique latine également par des membres plutôt des classes supérieures. Si on prend l'exemple historique de la peste noire au Moyen-Âge, à l'époque, il y avait une douzaine d'années pour remonter la route de la soie jusqu'à Marseille, le bassin de la peste. Donc 12 ans, c'est une possibilité pour le pouvoir public de se préparer. Une semaine ou deux, c'est assez compliqué. Et là, encore une fois, ça prouve bien effectivement l'accélération foudroyante de l'organisation planétaire depuis les pressentiments de le fait dans les années 70, depuis le nombre de déplacements d'avion, par exemple, a été démultiplié. Quatrième élément, c'est la globalisation de cette caractéristique urbaine qui est les inégalités. Là, il me semble que là encore, on a
une illustration assez frappante avec le Covid. D'ailleurs, il a agi comme dévoilement pour beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Quand on a pu voir, par exemple, les carnets de bord, les journaux de bord, des gens qui s'étaient confinés dans leur résidence secondaire sur l'île d'Oléran, et qu'on vit soi-même dans un quartier dense, où cohabitent plusieurs générations parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, c'est assez violent. Et en plus, on a le temps de s'en rendre compte puisqu'on est confiné, et ça a créé tout un tas de tensions très fortes en France, bien sûr, puisque l'État avait laissé 3 jours aux gens pour se préparer à être confinés. Donc, comme on pouvait s'y attendre, effectivement, ceux qui avaient les moyens ont quitté le lit, ceux qui n'en avaient pas les moyens sont restés. C'était le cas aussi aux États-Unis, qui est aussi un pays assez libéral en la matière, mais d'autres États, par contre, ont tout de suite, comme la Norvège, ont forcé les gens à rester en demande avec une petite amende très très forte pour éviter justement la diffusion du virus depuis les villes vers les campagnes reculées. Voilà, donc le confinement, comme la pandémie, ont montré ces idées. Je voulais revenir sur ce que tu viens de dire, là, sur les inégalités, parce que dans ton papier, il y a un truc assez fascinant, c'est que vous montrez d'une part que d'abord, c'est une maladie de riches, dont les lecteurs sont plutôt une élite globalisée, on va dire, et que dans un second temps, ce sont plutôt les groupes sociaux fragiles et marginalisés qui vont être touchés de plein fouet. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce qui peut apparaître comme un paradoxe? Je pense qu'il n'y a pas de paradoxe. En fait, alors ça c'était vraiment effectivement la partie intéressante. Moi je voulais vraiment écrire là-dessus parce que j'étais énervé quand on était confiné. Et il y avait ces débats sur tout de suite, en fait, dès la première semaine du confinement, il y a eu des débats dans le milieu économique sur qui va payer en fait ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'arrêt de la machine économique, avec des promesses d'endettement des États, et puis du coup, il va falloir payer la dette. En même temps, il y a toutes les théories de Piketty qui fonctionnent très très bien au plan international, qui proposent un impôt sur le capital mondial, bon, très bien, c'est déjà dessus, etc. Moi, il me semblait important de préciser effectivement que si la maladie s'est diffusée aussi rapidement et a produit ces effets aussi massifs, ça mettait également en lumière, effectivement, quelque part, des pratiques de ceux qui tirent le plus les marrons du feu de la globalisation. Tout le monde n'en sait pas confiné, on sait très bien, mais là, c'est assez flagrant. Loin de moi l'idée de vouloir rendre qui que ce soit responsable, coupable de maladie. C'est le fameux débat des années 80 en France sur si responsable ou coupable. Par contre, je pense que c'est important de montrer effectivement qu'il y avait cette maladie, elle était sociale dans l'ensemble, et c'était facile de le voir en lisant les journaux internationaux, en lisant les journaux africains, les journaux latino-américains, etc., qui à chaque fois rapportaient le fameux cas zéro. Qui était le cas zéro? Ça, c'est intéressant. Qui était le cas zéro dans chaque pays? Et généralement, le cas zéro, effectivement, était plutôt membre des classes supérieures. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux phases. La première phase, c'était le moment où le virus a circulé de l'Asie à l'Europe. Donc là, c'était des flux assez diversifiés, avec des étudiants, des cadres, notamment opérant dans l'industrie, parce qu'il y avait des liens économiques très forts entre l'Asie et l'Europe. Il y avait également des classes populaires. On se souvient du cluster de Mulhouse, la porte évangélique chrétienne. C'est plutôt c'est une secte, si je peux dire, des villes, je ne sais pas, et qui clairement ne vise pas une clientèle élitiste. Ça ne faut pas sauver la face. Donc ça, c'était dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, ensuite, c'est l'Europe qui est devenue la vraie plateforme du virus, et qui l'a diffusé en Afrique et en Amérique latine. Et là, c'était vraiment des pratiques d'élite. C'était par exemple en Afrique du Sud un couple qui avait voyagé dans une station de ski d'Italie. Et qui peut se payer un week-end en Italie depuis l'Afrique du Sud? Quel pourcentage de la population sud-africaine? Et ça, on pouvait le faire pour pas mal de pays. Donc c'est là que j'ai commencé à entrer en conflit avec les évaluateurs de l'article qui disaient que c'était un argument compliqué à défendre. Donc j'ai vraiment fait des statistiques à ce moment-là pour faire passer cette idée, parce qu'il me semble qu'elle est importante dans le débat démocratique d'être débattue. Surtout qu'à ce moment-là, on voit très bien qu'on a été dans une situation fortement inégalitaire face au confinement. Et si on se projette un peu dans le futur, d'après toi, comment est-ce que cette pandémie et le confinement qui l'a suivi est appelé à questionner les modèles urbains, les modèles de développement économique? Est-ce que d'après toi, le monde d'après, c'est qu'un feu de paille qui va bien vite s'éteindre, ou est-ce que ça peut avoir des effets de questionnement durable? La globalisation peut-être pas, mais au moins dans des villes qui ont été conquises par des majorités politiques alternatives, de la conception de la ville,
de son aménagement, des rapports de la ville avec les autres territoires. Ça peut avoir quoi comme effet, tout ce que nous avons vécu en termes de pensée et d'action sur la ville? Je vais me placer dans la lignée de la rhétorique principale qui a été l'influence de Straptik, une théorie encore une fois marxiste, c'est-à-dire que l'idée c'est que la ville, l'espace, est avant tout le produit du capitalisme. Pas seulement évidemment, les idées jouent un rôle important, mais le capitalisme évidemment joue un rôle, c'est pas toujours de dire ça, dans les formes humaines, les demandes du capital ne sont plus les mêmes qu'il y a 40 ans par exemple. Pas de problème. Si on se place dans une vision historique longue, bah oui, à chaque fois qu'il y a eu une épidémie, pas mal de spécialistes pour le savoir, les classes supérieures ont tendance à fuir la ville dense parce que c'était devenu invivable. C'est quelque chose qui est en train de monter. En France, je ne sais pas trop, je discute avec des gens immobiliers, moi j'habite à Montpellier, ils me disent qu'effectivement il y a une forte pression sur la périphérie pour quitter la ville. Bon, c'est trop tôt pour savoir exactement les effets réels, mais on voit bien des débats similaires, notamment aux États-Unis, mais c'est un pays un peu différent, parce que là il y a une idéologie anti-urbaine qui est historiquement très forte, comme en Angleterre, la population supérieure qui se méfie de la violence, qui est une raison plutôt sociale, c'est pas trop le cas en France. Bon, si on suit ces logiques historiques, on peut faire l'hypothèse que ce serait le cas. Après, sur le monde d'après, on peut utiliser un autre regard un peu historique, on peut utiliser le regard de pas mal d'économistes et technologues qui considèrent que le capitalisme, depuis en gros son avènement au XVIIIe siècle, c'est un régime qui est sujet à des crises, et puis assez finalement périodiques, assez facile à voir, des cycles d'une trentaine, une quarantaine d'années. Si on adopte cette perspective, on se rend compte que depuis quelques années, il y avait peut-être une entrée en crise, des signes d'une entrée en crise du modèle. Je pense aux Gilets jaunes qui testaient ces formes d'organisation diffuse, je pense à tout un tas de mouvements sociaux. Donc, le dévoilement de ces jours de pandémie, le désir d'un monde d'après, en fait, il était déjà en germe dans la société depuis quelques années. On voyait bien tout un tas de mouvements de néo-ruraux, tout un tas d'initiatives dans l'économie sociale et solidaire, etc. On peut faire l'hypothèse là aussi que, le confinement va renforcer cette demande. Et si on revient aux villes, ça pourrait produire un conflit très fort entre un conflit pour l'art de l'élément clé, ça va être le foncier. Parce que d'un côté, si on a une demande effectivement pour fuir la ville pour sa périphérie, il va falloir du foncier pour le développement de villas. En même temps, si on a une demande pour la relocalisation, par exemple, des circuits alimentaires, qui est une demande très forte, pas seulement en France, mais un peu partout en Europe, et puis même moi j'ai habité pendant 6 ans au Maroc, c'est aussi quelque chose qui est en train de monter un peu partout dans le monde. Sachant que le confinement a introduit des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, des ruptures dans certains produits de première nécessité qu'on trouvait plus avant à Montpellier. Ça a provoqué une prise de conscience chez les élus d'une nécessité absolue de relocaliser désormais les chaînes alimentaires. Le problème, c'est qu'on sait qu'historiquement, les villes, notamment les grandes villes, elles dépendent de bassins nourriciers qui sont situés à proximité. C'est ce qui permet aux urbains, aux citadins, avant qu'il y ait des chaînes logistiques très longues, de se nourrir. Le bassin parisien, c'est le grenier à blé qui a permis la naissance de Paris. Et donc, si on le mythe, si le mitage continue à se diffuser après, sous l'effet de la demande de classe supérieure de fuir la ville, on va avoir une contradiction évidente avec ces mêmes demandes très fortes de relocalisation alimentaire. Et du coup, après on va continuer à écrire un peu sur ce thème pour d'autres vues. Et peut-être qu'une des manières de résoudre ce paradoxe, ce serait de concevoir un peu différemment les relations des campagnes qui, peut-être depuis quelques décennies, sont, me semble-t-il, en train prennent parfois la forme de prédation. On va être un citadin qui va consommer l'espace rural, l'espace d'un week-end pour faire du camping, pas forcément être très soigneux. On va construire des résidences secondaires qu'on va mettre en location le reste de l'année. Peut-être que l'idée, c'est de changer complètement, de profiter de ces crises pour modifier notre vision du territoire, dépasser un peu les frontières administratives entre les villes, leurs banlieues, les communautés d'agglomération et les interlandes, et penser à un territoire, des cités-régions, un peu, si vous voulez, qui serait beaucoup plus intégré, qui respecterait les activités agricoles, les activités plus proprement urbaines, de services, et puis en même temps l'écosystème propre à chaque région, avec des conditions climatiques, des substrats de sol différents, etc. Cette notion-là, elle est déjà débattue, mais encore, j'en entends rien, depuis plusieurs années, elle monte en puissance cette notion de biorégion, qui pourrait peut-être être désormais davantage mobilisée dans les débats politiques, notamment comme la France. Merci à toi, Max. Je trouve
toujours très rafraîchissant de t'écouter parce que tu as à la fois le brillant et en même temps la capacité de faire passer des idées sans être pédant ou hautain comme ça arrive parfois aux universitaires. Donc merci à toi pour ça. Claudine Bichet, moi j'avais envie de vous interroger d'abord sur ce que tout cela vous inspire, à la fois la lecture du papier et puis le discours de Max, et puis qu'est-ce que le confinement, qu'est-ce que l'expérience de la pandémie en tant qu'habitante de Bordeaux et qu'élue de Bordeaux vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a frappé plus particulièrement? Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est une première pour moi en tant qu'élue de participer à une conférence de ce type, donc voilà, je vous remercie vraiment. J'ai effectivement lu cet article avec grand intérêt, j'ai trouvé extrêmement intéressant et à l'échelle locale, effectivement, je pense qu'on a à peu près les mêmes constats, à savoir que les populations les plus aisées ont contribué à amener la pandémie à Bordeaux et dans sa région. Au début du confinement, effectivement, toutes les migrations vers les résidences secondaires ont été un premier facteur. Et puis, à l'occasion des congés d'été, comme vous le savez, notre région est quand même très attractive. Nous avons eu, à partir de ce moment-là, donc une augmentation assez forte de la propagation du virus. Et à l'inverse, on l'a constaté très clairement, les facteurs de risque qui existent et qui sont inégalement répartis dans notre société, donc la précarité, un accès plus éloigné des soins et des facteurs de comorbidité, le fait d'habiter dans des barres HLM, des habitats beaucoup plus denses, le fait d'être dépendant des transports en commun quand on n'a pas les moyens forcément d'avoir une voiture, font que effectivement on a bien pu constater pendant cette pandémie que les plus précaires, les moins aisés, étaient beaucoup plus enclins à être touchés par le Covid-19. Et donc c'est un constat que l'on partage clairement. Et de plus, je dirais un peu plus loin que ça, c'est au-delà de cette pandémie, il va y avoir la crise économique qui s'annonce et qui n'est qu'un début. Et là encore, on peut tout à fait imaginer que ça va être les emplois les plus précaires qui vont être la première variable d'ajustement. Ça va être les personnes les moins qualifiées qui vont sans doute pâtir le plus d'un retour, de perdre leur emploi. Pareil pour les jeunes. Donc, les conséquences de la crise risquent d'être un facteur d'accroissement supplémentaire des inégalités. Et pour revenir à votre question, un parallèle qui m'est vraiment apparu à la lecture de cet article et en faisant ce constat, c'est celui qu'on pourrait faire sur le dérèglement climatique. Aujourd'hui, je pense que c'est un constat qui est largement partagé. Les riches sont a priori ceux qui polluent le plus, ceux qui en payent le moins les conséquences et qui a priori contribuent insuffisamment à résoudre le problème. Et je trouve que c'est vraiment un miroir que l'on peut faire avec votre analyse. Et ce constat est d'autant plus important que de plus en plus de thèses, d'analyses montrent que l'accroissement des inégalités a tendance à aggraver les désordres environnementaux. De par cette course à la richesse où les classes inférieures veulent tendre vers un niveau de vie des classes supérieures et pareil à l'échelle des pays. Le fait qu'il y a une forme d'irresponsabilité écologique des plus riches qui vont se dédouaner de leur pollution en l'envoyant à des endroits un peu éloignés, des contrées plus pauvres, et comme ça ils ne sont pas trop exposés aux conséquences de leurs actes. Et puis plus globalement, ce que l'inégalité crée, c'est une perte de confiance, je pense, dans la société, qu'il est important de souligner. Cette perte de confiance nuit très clairement à une capacité d'action collective qui fait que chacun se sent... on n'a pas ce sentiment que les gens sont unis face à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés. Et puis pour les plus précaires, il y a un dernier sujet, c'est que quand on a des difficultés à boucler la fin de mois, on se sent globalement assez peu concerné par la fin du mois. Donc tout ça, pour moi, avec les deux parallèles que l'on peut faire,
montre globalement que les inégalités sont de plus en plus criantes. 1% de la population mondiale détient 50% des richesses. Dans notre pays, c'est 5% qui détient 30% du patrimoine national. Je pense que cela, et en plus les indices s'aggravent, et ça pointe une déficience du rôle de l'État dans son rôle de régulateur des inégalités et de la préservation de nos ressources naturelles qui sont notre bien commun. Et en ça, effectivement, il y a énormément à faire, et en tant qu'élu local et à l'échelle locale, on essaye d'œuvrer spécifiquement pour résoudre un certain nombre d'inégalités autant que l'on peut. Alors bon, je pourrais développer plusieurs exemples. Un qui m'est particulièrement cher puisque c'est une délégation que je porte à la métropole, la précarité énergétique. Aujourd'hui, à Bordeaux, on a 13 000 foyers en précarité énergétique, 30 000 à l'échelle de la métropole. Donc ce sont des gens qui n'ont pas accès à la fourniture d'énergie nécessaire à satisfaire leurs besoins élémentaires, soit pour des conditions d'habitat très dégradées ou des conditions financières, et c'est souvent les deux qui jouent. Et là, typiquement, on a à l'échelle locale un pouvoir d'action, d'accélérer la rénovation de ce qu'on appelle ces passoires thermiques. Notre ambition, c'est en 10 ans sortir les Bordelais de cette précarité énergétique. Et là, on voit bien que par ce type de politique, on peut d'une part aider des personnes qui ont moins de ressources à regagner en pouvoir d'achat, puisque en moyenne, ces personnes consacrent 2 fois plus de proportion de leur budget à la dépense énergétique, donc c'est quand même significatif sur des bas revenus. Et puis adresser aussi un problème environnemental. Aujourd'hui, le bâti, c'est environ, à l'échelle de notre métropole, quasiment 40% de nos émissions de gaz à effet de serre, un tiers de notre consommation énergétique. Donc là, c'est typiquement un pan sur lequel notre action peut à la fois viser à réduire des inégalités et œuvrer pour améliorer l'impact climatique. Voilà. Et alors, ce qui ressortait aussi de la dernière réponse de Max, c'était la question des biorégions, des grands espaces, des grands territoires. Aujourd'hui, les Verts et leurs alliés ont conquis des villes-centres qui sont peu présents, un petit peu à la périphérie de Bordeaux, dans la première cohorte, mais peu présents là. Et on sait que la régulation d'un certain nombre de phénomènes que Max a décrits, le mitage, la périurbanisation, impose, et puis aussi l'organisation de nouvelles filières d'alimentation des villes, impose d'agir à une autre échelle que l'échelle municipale ou même l'échelle de Bordeaux Métropole. Donc ça implique des relations avec les territoires au-delà. C'est quoi la position là-dessus de la nouvelle majorité? Est-ce qu'on continue ce qui a été amorcé de manière un peu timide jusque-là par la précédente majorité sur les coopérations territoriales, ou est-ce qu'on pense autrement ces questions de relations entre Bordeaux Métropole et ce qui se passe autour du bassin d'Arcachon, dans l'entre-deux-mers, dans le sud-Gironde, etc. Alors, effectivement, enfin, je partage globalement ce qui a pu être dit. Alors après, j'aurais peut-être commencé par un peu relativiser cette fuite des centres qui, je pense que même si effectivement on constate de manière des épiphénomènes, enfin, notre modèle de société reste quand même avant tout urbain. Et par contre, ce que m'a permis de constater en préparant cette conférence, c'est que typiquement, notre plus grande métropole française, donc Paris, a effectivement un flux migratoire qui est négatif, chose que je ne savais pas, et que, a priori, une part de plus en plus importante de la population fuit les plus grands centres, mais pour se diriger vers des centres urbains de taille plus moyenne, comme notre métropole, qui a pour le coup un flux migratoire plutôt très positif. Et la conséquence de ça, mais ça vous en avez parlé, c'est effectivement le fait de faire venir des gens
accentuer la pression immobilière. Des personnes qui arrivent avec a priori un plus fort pouvoir d'achat vont entraîner une augmentation des prix et par voie de conséquences successives déporter de plus en plus loin vers des villes de plus en plus éloignées, voire même commencer à empiéter sur des zones rurales, les populations les moins aisées. Donc, tout l'enjeu de notre politique par rapport à ça, c'est de trouver un juste équilibre, mais qui est compliqué, clairement, entre une densification, parce qu'en fait, quand on a une croissance démographique à l'échelle de la métropole de plus 1,5% par an, et si on veut arrêter d'empiéter de manière massive sur les territoires ruraux, on n'a pas d'autre choix que de continuer à densifier, et d'où cette idée que l'on prône, qui est de construire la ville sur la ville pour éviter d'empiéter sur l'espace urbain. Et puis, à côté de ça, trouver un développement harmonieux avec nos territoires voisins, de manière à ce que le fait d'habiter quelque part ne soit plus quelque chose de subi, mais de choisi. C'est-à-dire qu'on peut avoir très envie d'habiter à Langon, mais que ce ne soit pas juste le fait de conséquences de ne pas pouvoir s'offrir plus proche. Et pour ça, l'enjeu majeur que l'on doit adresser, c'est très clairement les mobilités entre nos territoires, qui est clairement un sujet qui, à mon sens, a été amorcé de manière un peu trop timide jusqu'à présent. Et je me suis livrée à un petit exercice que j'ai trouvé assez instructif pour préparer cette conférence. J'ai regardé combien de temps il fallait pour faire Bordeaux-Limoges, donc Limoges qui est quand même un des centres urbains importants de Nouvelle-Aquitaine, en train. Alors il faut compter entre 3 et 5 heures en ayant 1 à 2 correspondances. Tout ça pour faire 180 km, 35-40 euros. Bordeaux-Prague, 2h20 en avion, bien évidemment, 40 euros. Ça interroge très clairement de se dire comment ça peut mettre autant de temps de rallier à un centre urbain si proche de chez nous, et à côté de ça, d'aller à la moitié de l'Europe. Voilà. Donc, Bordeaux-Barcelone, 7 euros il y a 15 jours. J'ai pas eu le temps de benchmarker tous les tarifs, mais effectivement c'est assez fou, et là-dessus on a réactivé le projet du RER métropolitain qui est vraiment un enjeu majeur de relier toutes les villes de notre région entre elles, et sans faire que Bordeaux soit nécessairement le point de passage, avec un changement de train systématique à Bordeaux-Saint-Jean et un temps d'attente et ainsi de suite, avec des fréquences de train qui soient suffisamment intéressantes pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier au maximum, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est le prérequis, pour moi, qui me semble absolument indispensable si on veut donner la possibilité à nos territoires de se développer de manière beaucoup plus uniforme. Et puis ensuite vient la question du développement économique, qui est absolument clé si l'on veut effectivement que l'ensemble des territoires puissent se développer de manière harmonieuse. On a bien sûr dans notre projet une volonté forte de relocaliser des filières. Pour nous, c'est une hérésie d'aller systématiquement acheter à l'autre bout du monde des biens qui pourraient être produits localement, et ça revient globalement à ne pas prendre en compte la valeur sociale et environnementale des biens. Et donc c'est pour ça qu'il y a des projets très importants d'investissement de la région, aussi de la métropole et de l'État pour, et d'ailleurs en lien avec la pandémie, la relocalisation de la production de médicaments va être clairement un des sujets concernant notre région, puisqu'il y a pas mal de sites déjà préexistants de production, et là-dessus donc un effort d'investissement, mais avec des critères d'éco-conditionnalité, qui fait que si on aide des filières à se relocaliser, c'est bien pour qu'elles aient une vision sur le long terme et un schéma de développement qui privilégie aussi des valeurs sociales, environnementales. Il y a aussi d'autres modèles économiques tels que les modèles coopératifs, les cycles, les scopes, qui sont autant de moyens
d'ancrer l'économie beaucoup plus dans son territoire, puisque les parties prenantes étant des salariés, les collectivités territoriales, voire des consommateurs locaux, tous ces facteurs font que les parties prenantes étant dans les territoires, on a beaucoup moins de risques d'être dépendant d'actionnaires appartenant à des fonds de pension à l'autre bout du monde qui vont prendre des décisions qui sont absolument inadaptées à la situation de l'entreprise locale. Donc ça, c'est vraiment un rééquilibrage dans lequel on est vraiment très partisan. Et puis, pour finir, parce que je vais essayer de ne pas être trop longue, je finirai avec cette idée effectivement d'autonomie alimentaire que l'on bien sûr défend beaucoup, relocaliser notre production alimentaire au maximum et faire en sorte de tendre vers une autonomie. Et c'est là où en fait je voudrais souligner le fait que on peut avoir l'impression que les territoires sont dépendants de Bordeaux et de sa ville-centre, enfin de la métropole pardon, et de sa ville-centre, mais la réalité des choses, c'est que sur l'alimentation, sur l'énergie, la métropole est extrêmement dépendante de ses territoires voisins, et c'est vraiment dans cette relation d'équilibre et de relation gagnant-gagnant, parce que on a chacun des choses à apporter, on va réussir à entraîner un développement qui bénéficie à tous et nous permet de tendre à l'échelle locale, régionale, à beaucoup plus d'autonomie et de résilience d'une manière assez évidente. Merci. Philippe Barre, même question qu'à Claude Bichet. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Qu'est-ce que la lecture du travail de Max et d'Éric Charme vous inspire? Et qu'est-ce qui vous a frappé aussi dans l'expérience du confinement et de la pandémie? Alors, par rapport justement à ce travail d'analyse qui part d'un constat planétaire, moi ce que je voudrais peut-être relever en revenant un peu à l'histoire du pangolin et de la chauve-souris, c'est un chiffre qui personnellement m'a frappé il y a quelques années quand Paul Watson de Sea Shepherd était venu ici et au petit déjeuner on avait une discussion le lendemain de la conférence. Et il m'a donné un chiffre qui a vraiment changé ma perspective et ma vision de cette situation planétaire et collective vue depuis nos besoins humains et liée à cette prédation sur le monde sauvage. Ce chiffre, c'est 70% des terres arables cultivées dans le monde sont dédiées à l'alimentation pour l'élevage. Ça en dit très 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 long sur notre empreinte globale et collective liée à nos modes de régime alimentaire. Et quand on regarde, quand on se renseigne sur ce chiffre-là et qu'il y a des travaux qui essayent d'évaluer si nous modifions nos pratiques alimentaires, non pas pour devenir tous véganes, parce que c'est un petit peu utopiste de le présenter de cette manière-là, mais si nous avions collectivement à l'échelle de la planète une très grande majorité de régimes plutôt végétariens, je ne parle pas de véganes, plutôt végétariens, il nous faudrait pour 9 milliards, parce que nous ne sommes pas encore, de personnes sur la planète, 25% de ces 70% dédiés à l'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait subir au monde sauvage et à la biodiversité un impact phénoménal lié à ce choix qui est de plus en plus, parce que dans nos sociétés européennes plutôt éduquées, on a l'impression qu'on mange de moins en moins de viande. Malheureusement, à l'échelle de la planète, c'est absolument pas le cas. On mange de plus en plus de viande. On pêche de plus en plus de poissons, alors qu'il y en a de moins en moins dans nos océans. Quand on regarde la perspective globale, on s'aperçoit qu'on est en train de dévaster de plus en plus. Cette dévastation,
elle entraîne justement ce que M. Rousseau explique très bien, c'est cette collusion permanente et cette friction permanente entre le monde humain urbanisé et la vie sauvage, et qui provoque malheureusement des échanges et des transmissions néfastes de manière beaucoup plus importante et surtout de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que ça lie à la fois notre action individuelle à la situation planétaire. Je sais bien que maintenant ça devient la mode de critiquer un peu l'esprit colibri parce que ce serait un petit peu trop doux rêveur et avec un effet de levier qui ne serait pas suffisant et qu'il est bon teint de conspuer un petit peu cette idée de la transformation douce par l'action de chacun. Pour autant, l'action individuelle reste le moyen le plus pertinent de mettre en action des mouvements collectifs. Parce que, et on le voit bien avec la pandémie qui a mis à mal nos libertés collectives, et nos libertés individuelles et collectives, eh bien, à force d'oppression et de sanctions, même si au début on obtempère, on obéit, parce qu'on ne connaît pas bien, on sait très bien que sur la durée, l'oppression et la sanction n'est jamais la solution. Seule la démocratie peut être le moyen, sur le long terme, de développer des politiques de transformation durables et surtout d'espérance. Parce que sans espérance, on ne peut pas emmener le plus grand nombre. Parce que quand justement les plus précaires n'ont plus rien à perdre, eh bien ils n'ont plus à perdre de désobéir. Et des moments comme ceux qu'on est en train de vivre, qui sont des moments troubles, qui sont des moments où les choses peuvent basculer, où en 15 jours on peut se retrouver à devoir signer des laissez-passer qu'on n'aurait jamais imaginé 2 semaines avant. On voit bien que c'est des moments de basculement dans lesquels on peut véritablement glisser vers le pire. Et nous, alors vous me posez la question comment j'ai vécu le confinement. Ici, à Darwin, au tout début du confinement, on a des restaurants et on a aussi un lieu d'accueil d'urgence pour les réfugiés et les sans-abri. Et on s'est donc l'ordre de fermer les restaurants, vous savez, est tombé en 24 heures, entre le vendredi soir, je crois, et le samedi soir minuit. Donc, comme tous les restaurateurs, on avait les chambres froides quasiment pleines au démarrage du week-end. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On ferme Darwin? C'est pas possible. On a des gens ici qui essayent de venir trouver du répit, qui sont des gens qui sont à la rue, qui sont des gens qui ont traversé la Méditerranée dans les conditions qu'on connaît tous aujourd'hui. Et il est impensable de les laisser se confiner, se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas on va dire le confort, ne serait-ce que psychologique, pour faire face à ce genre de changements brutaux. Et puis, c'est une question de fraternité. Donc, on a dit, bon, déjà, on ne ferme pas Darwin, on va essayer de réfléchir à comment on peut agir collectivement. Et on a aussi dit, on a les chambres froides qui sont pleines, et comme certains autres restaurateurs, on a commencé ce qu'on fait de temps en temps quand on a des quantités qui nous restent trop importantes sur des événements. On est allé dans les squats. On est allé dans les squats qu'on connaît avec nos amis du collectif Bienvenue, qui est en lien aussi avec les squats de Bordeaux. On a commencé à distribuer cette nourriture qu'on avait en trop grand nombre. Et là, très vite, en 48 heures, on s'est rendu compte que la chaîne de la solidarité, notamment de certaines ONG caritatives et charitables, était grippée. Pourquoi grippée? Parce que dans notre société contemporaine, les bénévoles dans ces organismes-là
sont principalement des seniors. Sont principalement des gens qui ont arrêté leur activité professionnelle et qui ont envie de se sentir utiles encore et qui donc s'impliquent dans ces associations-là. Or, malheureusement, ceux qui légitimement, surtout au mois de mars, quand on connaissait peu la maladie, se sont confinés prioritairement avec crainte, c'était les plus âgés, qui sont toujours d'ailleurs ceux qui sont le public le plus cible. Donc on ne pouvait pas leur en vouloir d'être peu disponibles en présentiel dans leurs organisations caritatives et charitables et d'aide aux plus démunis. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc on s'est rassemblés, je parlais du collectif Bienvenue, et avec quelques autres, et on a décidé, ici même, notamment, dans cette halle qu'on appelle la halle basse, de transformer le lieu en plateforme de logistique pour faire une plateforme d'aide alimentaire, d'abord, dans un premier temps. On s'est mis à travailler avec nos fournisseurs du magasin général de la filière bio, notamment Pronadis par exemple, et puis on a récupéré des stocks qui traînaient. Ensuite, en lien avec la banque alimentaire, qui ne pouvait pas prendre tous les stocks de frais parce qu'il y avait des stocks considérables. Et en fait, il y avait des gens dans les squats, il y avait des gens qui n'avaient pas mangé depuis 2-3 jours, parce que les miettes de la société de consommation, tout d'un coup, s'arrêtent. D'un claquement de doigts, c'est brutal. Et alors qu'on voyait des vidéos sur Facebook de gens confinés qui se mettaient à faire plus de sport, de yoga, de choses, de réfléchir au monde d'après, il y avait la société des plus fragiles, des plus précaires, qui le prenaient en plein dans la gueule, de manière, mais d'une brutalité sans nom. Donc voilà, on a participé à cet effort de solidarité. Des efforts comme ça, il y en a eu dans plein de villes, et ce qui est assez... ce qu'il faut retenir quand même de ces moments-là, c'est que souvent on a la peur, et on y a pensé, nous. Et on s'est dit comment on se protège du risque, par exemple, des émeutes. Parce qu'on se dit, quand le système tombe, le pillage, les émeutes, c'est la première chose. C'est vrai qu'il y a ce risque dans l'humanité, le risque du pire. Mais il y a aussi, et il ne faut pas en douter, le risque de l'altruisme et du meilleur, enfin la chance de l'altruisme et du meilleur. Et on s'est aperçu que les chaînes de solidarité, de nouvelles chaînes de solidarité, nous on a participé à ça, se sont construites en un temps record. Parce que l'humain, c'est aussi cette solidarité instinctive dans les moments les plus difficiles. Je ne sais plus quel poète ou quel penseur disait « là où croit le péril, croit aussi la solution ». Donc, on a ces deux revers, ce côté yin et ce côté yang dans ces moments-là, et il faut se raccrocher, du coup, au meilleur pour justement réfléchir à quel monde plus fraternel, plus généreux on a envie de construire collectivement. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire au lendemain de ce confinement, plus que de cette pandémie, parce que cette pandémie, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est plus ou moins là? Là, je veux dire, il y a des polémiques, et je ne suis pas médecin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, au lendemain de cette période trouble et confinée, on ne peut plus reproduire les mêmes schémas qu'auparavant. Et le risque serait de vouloir soit reproduire, soit trouver l'équivalent différent. C'est un petit peu comme, vous savez, les pesticides, on voit le retour des néonicotinoïdes en ce moment, des néonicotinoïdes qui étaient interdits en 2016 et au niveau européen et français, et le gouvernement nous dit on va les réintroduire pour la betterave parce que c'est catastrophique, il y a plus de 25% de chute de production de betterave. Or, il faut savoir quand même que c'est que 8% lié aux pucerons. Et on nous explique que c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'alternative équivalente à ces pesticides, à ces néonicotinoïdes. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de réfléchir à l'envers? C'est pas un remplaçant qu'il faut trouver, c'est un changement global. C'est-à-dire que sur la question de l'agriculture, on ne peut pas demander à nos agriculteurs de trouver de nouvelles solutions si nous-mêmes, on ne modifie pas collectivement nos modes
de consommation, nos modes de vie. C'est à nous, consommateurs, de véritablement donner le tempo de changement global, et ainsi on pourra amener nos agriculteurs et nos paysans à transformer leurs pratiques pour répondre à nos nouveaux besoins qui doivent être des besoins plus frugaux. Regardez ici, on est en train de faire une conférence actuellement, maintenant on est habitué à faire des conférences dans des lieux cossus, ou climatisés, ou chauffés, qui demandent beaucoup de ressources pour produire ce qu'on appelle des établissements recevant du public sectorisés, ce qu'on appelle les ERP. Ces établissements recevant du public, aujourd'hui, on les classe par lettres. Il y a le Y, il y a le M, il y a le que sais-je encore comme lettres. Et il y en a un, ça va être pour les gymnases, il y en a un autre, ça va être pour la culture, il y en a un autre, ça va être pour les conférences, etc., etc. Auditorium, arena, stade de foot. Les ressources ne sont plus suffisantes aujourd'hui pour continuer à produire des établissements collectifs dédiés à une seule activité. On parle de densité urbaine depuis des années. On nous dit il y a eu les 30 Glorieuses qui ont fait l'étalement urbain, c'est une catastrophe pour l'écologie et il faut densifier les villes. C'est la solution alternative justement à l'étalement urbain qui est catastrophique pour arrêter justement de créer cette France moche dont parle Télérama sur les banlieues et puis au-delà sur le rural, le rurbain. On oublie quelque chose dans cette équation nouvelle qu'on doit inventer pour demain. C'est que, avant de penser à la densité ou à l'étalement urbain, pensons à l'usage, pensons au partage de l'usage, pensons à la frugalité et à l'intensification urbaine. Ici, on va être dans un lieu qui peut faire des marchés, qui peut faire des lieux, ça peut être un lieu sportif. On peut véritablement créer des lieux hybrides. Avec moi, vous êtes assis sur des chaises qui sont des chaises qui partaient au rebut. Ce fauteuil, il a été réparé, il était en sky avant, il était foutu. Et bien avec des chutes de bois, on peut prolonger sa vie. Ces caisses de pommes, elles servent de table basse. Ce tapis qui était chez Emmaüs, ben voilà, on le récupère et ça fait une petite scène sans avoir besoin de grand-chose. Et pourtant, on a cette conférence, elle est retransmise en Facebook Live, donc on n'est pas non plus dans la caricature de l'Amish, même si j'ai rien contre les Amish, bien au contraire. Il y a très certainement certaines choses à regarder dans leur expérience. Mais en tout cas, on voit qu'on peut faire plus avec moins. On voit qu'on peut faire mieux avec peu. Parce qu'en plus, c'est assez sympa de se retrouver dans des lieux où il y a une âme, il y a un bâtiment qui a vécu, qui finalement nous donne une aménité dans cette conférence, une certaine intimité de cette rencontre. Et tout ça, c'est une aventure. Cette aventure, ça peut créer de l'espérance. Et le changement qu'on doit opérer, il ne pourra pas exister si on n'a pas d'espérance, si on n'a pas de beauté, si on n'a pas d'émerveillement, si on n'a pas un plaisir en commun. L'oppression et la sanction ne peuvent pas être une voie et une solution pour l'avenir, parce qu'elle mettra forcément des gens les uns contre les autres. Et on n'arrivera pas à emporter le plus grand nombre en ordonnant et en faisant obéir. Ça n'a jamais marché par le passé. Ça se finit toujours dans le sang, on le sait. Donc le choix de l'altruisme, le choix de la fraternité ou de la sororité, j'aime beaucoup ce mot qui aujourd'hui est en train de pousser le patriarcat auquel je participe en tant qu'homme blanc presque cinquantenaire. Je suis issu de ce monde patriarcal complètement archaïque. La sororité dont on a besoin, le partage et la générosité et l'altruisme sont très certainement les voies pour répondre à ces nouvelles aspirations que l'on peut avoir
de retrouver plus d'harmonie avec la nature et de réinventer un urbain plus résilient, plus partageur. Merci à vous trois pour vos convictions, votre force de conviction sur des styles différents et pour dire des choses différentes, mais à chaque fois c'est très stimulant.